Très bien. Donc, on va poursuivre ce qu'on avait entamé la semaine passée. Alors, bon, maintenant, ce qui est délicat, c'est les retardataires. Il faut à chaque fois sortir. Que j'ai demandé à chaque fois. Bon, je reprends. Donc, la dernière fois, je vous avais un petit peu situé le contexte de la matière. Donc, pour rappel, j'avais précisé pourquoi l'immunotechnologie. En fait, j'avais dit comme quoi ça faisait appel à la technologie en relation avec l'immunologie. Qu'est-ce que je veux dire par l'immunologie? Parce qu'il y a deux aspects qui sont très importants dans l'immunologie. Il y a les traitements et donc les thérapies. Il y a également ce qu'on appelle les analyses immunologiques. Donc, il y a deux aspects. Alors, pour les traitements, pour les thérapies, il y a ce que nous appelons l'immunothérapie passive, c'est-à-dire lorsque vous administrez des anticorps, lorsque vous administrez des cytokines. Il y a l'immunothérapie adoptive qui est également passive, mais à ce moment-là, ce n'est pas des molécules solubles que vous allez administrer, c'est un transfert de cellules. Vous avez l'immunothérapie active, je fais allusion à l'administration de vaccins, quel que soit le type de vaccin. Il y a également un autre aspect, c'est l'analyse immunologique. Les analyses immunologiques veut dire que soit vous cherchez à mettre en évidence un antigène, vous voulez le rechercher, soit vous voulez le rechercher à la surface d'une cellule, ou bien c'est la cellule elle-même à travers ses marqueurs, soit c'est au niveau d'un tissu, soit c'est à partir d'un liquide biologique, c'est-à-dire soit le sérum, plasma, urine, d'accord, des liquides, le liquide céphalorachidien, le LCR, tout cela, d'accord, c'est des liquides biologiques où vous serez peut-être amené à rechercher un antigène. Et vous avez, également, si ce n'est pas l'antigène que vous recherchez, il y a la mise en évidence des anticorps. Par exemple, quand vous faites une sérologie, vous voulez savoir si vous avez produit un anticorps vis-à-vis d'un antigène. À ce moment-là, généralement, la recherche des anticorps se fait dans les liquides biologiques. Maintenant, que ce soit dans le cadre de la thérapie ou que ce soit dans les analyses immunologiques, quel que soit, vous allez utiliser, d'accord, d'un anticorps ou un antigène. L'antigène peut être sous sa forme soluble, comme il peut être sous forme cellulaire, comme des cellules LT, cellules dendritiques, etc. Donc, dans tout ce contexte-là, que ce soit thérapie ou analyse, vous, en tant qu'immunotechnologue, il faut savoir produire les anticorps, il faut savoir purifier des anticorps, il faut savoir les produire, il faut savoir produire un antigène, produire un vaccin. Tout cela, tout ce que je suis en train de citer, c'est de l'immunotechnologie. Tout ce que je viens de citer, c'est de l'immunotechnologie. C'est apprendre à produire un vaccin, à immuniser des animaux, donc à utiliser un antigène dans un protocole d'immunisation. Vous devez apprendre comment produire des anticorps, mais ce n'est pas anarchique. Vous ne devez pas le faire comme ça anarchique. C'est-à-dire que c'est bon, je vais lire dans un article et je vais appliquer directement un protocole. Non, il y a des choses et il y a des protocoles, c'est vrai, à connaître, mais il faut comprendre la raison de ces protocoles. D'accord? Il y a la technicité, c'est vrai, je vais vous apprendre la technicité, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi vous faites ça d'un point de vue raisonnement intellectuel et scientifique. D'accord? D'un point de vue raisonnement. Alors, je situe encore, j'accentue beaucoup sur cette séance où c'est vrai que c'est une introduction. Et pourquoi? Parce que je veux vous montrer l'usage de l'immunotechnologie. Donc, j'ai parlé de l'immunothérapie passive. J'ai dit comme quoi, par exemple, l'utilisation des anticorps. Donc, lorsque vous administrez des anticorps, vous pouvez en avoir besoin soit pour neutraliser un antigène, soit pour déclencher une ADCC, une cytotoxicité dépendante de l'anticorps, soit vous voulez activer le complément pour vous débarrasser d'une cellule, donc c'est une cytotoxicité qui dépend du complément, soit vous voulez provoquer une opsonisation, d'accord, l'anticorps reconnaît la cible et vous allez avoir des cellules, d'accord, phagocytaires qui expriment un récepteur pour la partie FC, ou bien vous avez carrément des anticorps qui vont cibler des marqueurs tumoraux. D'accord? Ils vont cibler, ils vont inhiber l'action de ces récepteurs. C'est ce que j'appelle, moi, l'immunothérapie passive. Pourquoi c'est de la l'immunothérapie passive? Ça, je vais vous l'expliquer sur la diapo suivante. Donc, je vais encore sortir, je crois qu'il y a encore des retardataires. Normalement, c'est bon. Je reviens sur le diaporama. Oh. Voilà, donc je vais revenir sur le diaporama. Immunothérapie. Alors,
c'est de photosynthèse, c'est en fait une immunité extrinsèque, c'est-à-dire exogène. C'est une administration exogène. Ce n'est pas l'individu lui-même qui va produire ces molécules immunologiques. Ça peut être l'anticorps, ça peut être des cellules, donc je parle d'immunité adoptive, ça peut être des adjuvants, des immunostimulants ou des cytokines. Donc à ce moment-là, cette personne, elle reçoit un apport exogène. Cet individu va recevoir, d'accord? C'est ce que j'appelle, moi, passive, c'est-à-dire que son système immunitaire ne va pas s'activer. En revanche, sur votre droite, il y a l'immunothérapie active. Généralement, c'est la vaccination. À ce moment-là, cet individu, cette personne va recevoir l'antigène. Elle va recevoir un antigène pour activer le système immunitaire de l'individu propre à cet individu. Donc, ce n'est plus extrinsèque, mais c'est intrinsèque, c'est endogène. D'accord? Donc, il y a une activation des cellules immunitaires afin d'induire une réponse, par exemple antitumorale, ou bien vis-à-vis d'un vaccin. Ça peut être sous forme de cellules, ça peut être sous forme de vecteurs, d'accord? Ça peut être sous forme de peptides ou d'ELISA tumoraux. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, l'immunothérapie active. Donc, dans ces deux cas-là, que ce soit dans le cadre de la préparation d'un vaccin ou de l'administration de ces anticorps, donc, quel que soit, vous êtes amené à savoir comment on prépare ces anticorps, par exemple, des anticorps monoclonaux. Vous devez savoir comment on prépare un vaccin, d'accord? Quels sont les principes essentiels pour préparer un vaccin? Comment préparer des cellules, d'accord? À ce moment-là, c'est ce que nous allons aborder dans cette matière. C'est pour cela que la première partie, elle s'appelle de l'antigène à l'anticorps, c'est-à-dire que je ne peux pas produire d'anticorps sans qu'il y ait l'antigène, d'accord? Donc, c'est pour cela que nous allons commencer la première partie qui s'appelle préparation des antigènes et des anticorps pour usage thérapeutique et diagnostique. Thérapeutique, c'est dans le cadre des immunothérapies et diagnostique, c'est dans le cadre des immunoanalyses. Alors, pour aborder cette partie, je vais vous faire des rappels, je vais vous donner des rappels que vous avez vus soit en deuxième année, soit en troisième année. Donc, je vais simplement cibler des points essentiels que vous êtes censés connaître à ce stade-là. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'antigène. Cet antigène, que ça soit pour une thérapie passive, vous allez administrer des anticorps, mais il faudra pouvoir les produire d'abord. Pour les produire, il faudra tout simplement utiliser un antigène. Il faut immuniser, d'accord, des animaux pour produire ces anticorps, pour qu'à leur tour, ces anticorps vont être utilisés. Que ce soit la vaccinothérapie, l'antigène, c'est lui le vaccin. Que ce soit des analyses immunologiques. Une analyse immunologique, c'est quoi? Soit vous recherchez l'antigène, par exemple, vous cherchez le SARS-CoV-2, donc ce qu'on appelle les tests antigéniques, soit vous cherchez les anticorps, vous faites une sérologie. Donc, dans l'un ou dans l'autre, vous avez besoin de connaître l'antigène et de savoir le préparer. Vous avez sur votre droite, en revanche, il y a 3 catégories que je peux classer d'anticorps. Il y a ce que j'appelle les anticorps polyclonaux, les monoclonaux et les recombinants. D'accord? Ce que j'appelle des monoclonaux recombinants. Ces 3 catégories d'anticorps, il faut les connaître. Il faut savoir, en tant qu'immunotechnologue, comment les préparer. Nous, on va aller par étapes. Il y aura 2 séances à peu près sur les antigènes et tout le reste sera réservé, une bonne partie sur les anticorps. Et la dernière partie, elle sera réservée aux techniques immunologiques qui seront vues aussi bien en cours qu'en TD. Voilà, en cours et en TD. Si je vais trop vite, vous me le dites, hein, vous pouvez m'interrompre. Normalement, je n'ai pas donné d'informations compliquées. Donc, j'accepte encore et je reviens sur le diaporama. Alors, avant de se lancer maintenant dans la préparation d'un antigène, il peut se présenter sous quelle forme? Donc, ça peut être un antigène, un mélange de molécules, mais il faut pouvoir les isoler, ces molécules. Il faut comment s'y prendre. Ça peut être des peptides, l'antigène il peut être sous forme de peptides. Ça peut être un antigène recombinant, d'accord? Ça peut être un antigène particulaire, donc figuré, il n'est pas soluble. Ça peut être un antigène de synthèse, d'accord? Donc, il faut savoir préparer l'antigène selon le cas de figure que vous avez. Moi, je vais vous donner 3 cas de figure qui seront en relation aussi avec le TD. Nous verrons un antigène soluble avec le TD1. Nous verrons également l'antigène recombinant avec le TD2. Et nous verrons en cours l'exemple du peptide. Maintenant, il faut que vous sachiez que quand vous utilisez un antigène, c'est très important, le degré de pureté de cet antigène est très important. Pourquoi? Plus il est contaminé et que vous l'utilisez tel quel et que vous l'administrez chez un individu ou chez un animal, ça dépend si c'est expérimental, plus il est impur, plus vous risquez d'avoir une réponse immunitaire pour votre antigène que vous recherchez, mais également pour les autres molécules.
Donc, le degré de pureté est très important. Son homogénéité est très important. Sinon, ça va risquer de diminuer la spécificité de votre réponse. Donc, le degré de pureté est important. Deuxième chose aussi, cet antigène, vous allez l'utiliser dans un protocole pour la production d'anticorps. Donc, qui dit production d'anticorps? C'est-à-dire que vous allez tout simplement immuniser des animaux. Donc, il faut choisir l'animal qu'il faut. Est-ce que je travaille chez la souris? Est-ce que je travaille chez le lapin? Ou je travaille sur le cheval? Ou je travaille sur un dromadaire? Il y a différents modèles d'animaux. Maintenant, vous allez voir les critères qui vont vous faire choisir tel ou tel animal. Lorsque je vais également chercher à produire ces anticorps, je veux, moi, généralement, produire des anticorps en quantité importante et de haute qualité. Donc, la dose, le protocole que vous allez utiliser pour immuniser, la dose, le choix de la dose est primordial. Quelle dose vous devez utiliser pour votre antigène? Maintenant, vous êtes confronté à un problème parfois. Parfois, l'antigène que vous voulez utiliser, il est toxique. Donc, s'il est toxique, plus vous l'utilisez à une dose élevée, plus il va être toxique vis-à-vis de l'animal producteur. À ce moment-là, vous êtes limité par cette toxicité. Vous êtes limité, vous avez un obstacle, ce qui vous limite d'utiliser des doses élevées. Qui dit des doses plus basses veut dire que votre antigène sera moins efficace pour induire la production d'anticorps. Pour pallier à ce problème, vous pouvez ce qu'on appelle utiliser des adjuvants. Des adjuvants, on verra l'utilité de ces adjuvants. Aussi, c'est très important, il y a aussi un autre paramètre, un autre paramètre qui est très important, c'est la voie d'administration. La voie d'administration, d'accord, l'efficacité de la production d'anticorps risque de ne pas être la même. Quand je dis si l'antigène, je le mets par voie sous-cutanée, que je le mets par voie intraveineuse, que je le mets par voie orale, je l'injecte, il va être administré par voie orale. L'efficacité de la réponse immunitaire n'est pas la même. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous administrez cet antigène, comment il va être capté par les cellules immunitaires n'est pas le même. Quand je vais dans le sang ou quand je vais dans la lymphe, dans le système lymphatique, c'est pas la même chose. D'accord? Si je vais par voie orale aussi, c'est moins efficace. Pourquoi? Parce que l'antigène va être tout simplement, avant d'être capté par les cellules immunitaires, il risque d'être dégradé. Par quoi? Par les enzymes hydrolytiques qui sont retrouvées au niveau digestif. D'accord? Donc, la voie d'administration n'est pas la même. C'est-à-dire l'efficacité n'est pas la même. Madame, oui, écoute, allez-y. Madame, les étudiants كاين بزاف اللي يستناو باش يدخلوا ما قدروش. Ils viennent en retard et après, obligé d'enlever. Attendez, d'accord. Okay. On va ici encore. J'accepte. J'espère que c'est bon maintenant. Attends un petit moment. Oui. Vous allez un peu rapidement. C'est pour ça que je vous ai dit, vous me dites. Moi, le rythme, c'est à vous de me le dire. D'accord, il n'y a pas de souci. Lentement. Merci. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est bon. Alors, c'est pour cette diapo, j'ai donné beaucoup d'informations. Il faut que vous sachiez que sur cette diapo, je vais les développer. Chaque élément qui est dans cette diapo, en fait, c'est une synthèse. Donc, je vais les développer et vous allez de plus en plus comprendre les choses. Donc, cette diapo de synthèse, finalement, c'est de vous dire que simplement que l'antigène et que les anticorps vont être utilisés aussi bien en thérapie passive, vaccinothérapie ou dans des tests immunologiques et qu'il y a des critères à respecter pour pouvoir les utiliser. Donc, ça, c'est une diapo de synthèse qui va m'introduire. Alors, je vais commencer, moi, par l'antigène. Première chose que je dois faire, je dois vous faire un petit rappel sur les antigènes. Ça veut dire quoi? Je dois vous poser la question, qu'est-ce qu'un antigène? Est-ce que tout est antigène? Quels sont les critères et les propriétés d'un antigène? D'accord? Qu'est-ce qui fait que telle molécule ou telle immunogène. Voilà, c'est un des critères, effectivement, vous avez raison. Et on va développer la notion d'immunogénicité. Absolument, vous avez tout à fait raison. Ensuite, pourquoi les propriétés fonctionnelles sont importantes? Là, il y a une erreur d'orthographe. Qu'est-ce qu'un épitope aussi? Il y a la notion d'épitope qui est très importante. Quel type des épitopes? Comment obtenir ou préparer un antigène? Je vais répondre à toutes ces questions parce que, à travers tout ce que je vais vous donner comme information, c'est des termes que vous devez apprendre, que vous devez connaître. C'est le jargon de l'immunotechnologue qui doit utiliser. Quand je vais dire épitope B, vous devez savoir c'est quoi. Quand je vais dire épitope contigu, vous devez savoir c'est quoi. Quand je vous dis immunogène, vous devez savoir c'est quoi. Quand je dis un antigène artificiel, vous devez savoir c'est quoi.
Donc, moi, je vais situer tous ces termes-là. Je vais leur donner, d'accord, un sens. Quand je vous dis antigénicité, est-ce que c'est la même chose qu'immunogénicité? C'est des termes, pourquoi je les donne? Vous les avez entendus, que ce soit en L2 ou que ce soit en L3. Donc, je vais resituer, d'accord, ces termes-là et dans le cadre de l'immunotechnologie. Bon, il y a encore des demandes. Bien, on va y aller doucement, doucement. Donc, on va commencer par un rappel sur les antigènes. Donc, le terme d'antigène, il désigne quoi? Une espèce moléculaire étrangère. La première chose, pour être un antigène, le premier, ce n'est pas la notion d'immunogénicité, c'est le caractère étranger. Ça veut dire quoi? Qui ne vous appartient pas, c'est du non-soi. Donc, la première chose à utiliser dans la définition, un antigène, c'est une espèce moléculaire qui est étrangère. Alors, le terme qui est utilisé, étrangère, ou bien xénogène, étrangère, d'accord, qui est du non-soi. Donc, elle peut être naturelle, c'est-à-dire biologique, quand je dis naturelle, protéines, lipides, polysaccharides, ou bien ils peuvent être obtenus par une synthèse chimique. Donc, je dirais que c'est des antigènes synthétiques qui n'existent pas, d'accord, dans la nature, d'accord, sous cette forme-là. C'est à vous de les synthétiser, d'accord. Donc, on parle par exemple des peptides de synthèse. On peut synthétiser des peptides qui sont constitués d'un certain nombre d'acides aminés. D'accord? Ce peptide n'existe pas comme ça dans la nature. Donc, vous avez dû le synthétiser. Ça peut être donc une espèce que j'ai dit moléculaire, mais ça peut être également un agent infectieux, c'est-à-dire toujours biologique. D'accord? Ça peut être la bactérie, le virus, le parasite. D'accord? C'est ce qui va regrouper le terme antigène. Maintenant, cet antigène qui est étranger, qui est du non-soi, étant donné que c'est du non-soi, il va être reconnu par quoi? Par votre système immunitaire. Plus exactement, soyons précis, il va être reconnu par vos cellules. Soyons encore plus précis, puisque c'est une reconnaissance spécifique, donc les seules cellules qui portent des récepteurs spécifiques, c'est les LB et les LT, c'est-à-dire qui seront reconnus par les PCR et les TCR. Mais également, il y a aussi une autre reconnaissance spécifique, elle peut être faite par les anticorps solubles, c'est-à-dire les immunoglobulines. Ça, c'est la définition classique d'un antigène. Étranger, d'accord, naturel ou synthétique, capable, d'accord, d'être reconnu par votre système immunitaire de manière spécifique. Alors, si c'est spécifique, c'est en relation avec les anticorps, les récepteurs LB et LT. Nous approfondissons petit à petit, d'accord, donc je suis partie sur une définition simple. Maintenant, j'approfondis encore. Maintenant, dans l'antigène, il y a la nature donc chimique, l'origine et le type d'antigène. On va développer ces 3 points, d'accord? Donc, les antigènes qui sont naturels, qui existent dans la nature, c'est quoi? Donc, ils peuvent être de nature biochimique, protéique, polysaccharides, des lipides, des acides nucléiques, ou bien, tout simplement, ça peut être des molécules, comme je viens de le dire, de synthèse, que vous allez synthétiser au laboratoire. Alors, concernant les antigènes naturels, donc ils proviennent, donc, puisqu'ils sont naturels, ils proviennent d'organismes vivants. Il y a 2 termes qui sont très importants, c'est que nous pouvons parler, ce que nous venons de dire, les xéno-antigènes, je viens d'utiliser ce terme-là, et les allo-antigènes. Dans les 2 cas, d'accord, dans les 2 cas, c'est des molécules qui vont être considérées comme étrangères, c'est-à-dire considérées comme étrangères par rapport à votre organisme. Il y a une différence, c'est quoi? Quand je dis le terme xéno-antigène, c'est-à-dire que c'est un antigène qui est carrément étranger à vous et qui appartient à une autre espèce. Une autre espèce. Parce que je vais utiliser le terme xéno-étranger, xéno-antigène. Il est étranger, certes, même à l'antigène, il est étranger, mais il appartient carrément à une autre espèce. Donc, quand je prends par exemple la bactérie, la toxine bactérienne, les extraits fongiques, des extraits de plantes, le virus, tout cela sont à considérer comme des xéno-antigènes. Xéno pour étranger. Mais également, l'allo-antigène, vous allez me dire, c'est quoi la différence? Donc, c'est toujours étranger, mais simplement, généralement, les allo-antigènes, c'est des antigènes qui appartiennent à la même espèce, d'accord? Qui appartiennent à la même espèce, mais qui sont considérés comme étrangers. Il y a 2 exemples que vous pouvez me donner sur les allo-antigènes. Qu'est-ce que vous connaissez comme allo-antigènes qui existent entre nous, les individus entre nous? Donnez-moi 2 exemples. Entre-temps, je vais voir s'il y a des nouvelles demandes. Alors, comme exemple d'allo-antigène,
c'est étranger, ça va être étranger, ça va être reconnu comme du non-soi, ça va être reconnu comme du non-soi, mais simplement, nous appartenons, ça appartient, cet antigène, il est présent dans la même espèce. Chez l'homme, je vous demande de me donner un exemple. Donc, antigène, qu'est-ce que c'est écrit? Déclenchant une réponse immunitaire chez un individu de même espèce, que je viens de dire, mais génétiquement différent. Est-ce que vous avez un exemple courant, très courant? Les Surtout un, maladies il est très courant. auto-immunes, madame. Non, auto-immune, c'est votre système immunitaire qui réagit vis-à-vis de son propre antigène qui ont été modifiés. C'est pas cela. Je parle de deux individus différents. Même est-ce que deux individus différents, mais génétiquement différents, bien sûr. Ils appartiennent à la même espèce. C'est le plus courant, c'est vraiment le plus courant. Allo-antigène. Dès que je dis allo-antigène, vous pensez à quoi? Le système ABO. Le système ABO. Voilà, déjà le système ABO, c'est un allo-antigène. D'accord? Les transfusions sanguines ne peuvent pas se faire de manière aléatoire. D'accord? Alors, j'accepte encore. Donc, c'est le meilleur exemple à donner comme allo-antigène. Nous sommes différents génétiquement. Je suis voir du groupe B. Donc, ce groupe B, pourtant, ça appartient à l'homme. Le groupe B, c'est globules rouges B qui portent des antigènes de surface, parce que qu'est-ce qui est rejeté, en fait, ce qui est reconnu, c'est les épitopes qui sont présents à la surface des globules rouges, sont considérés comme étrangères. Parce que tout simplement, j'ai dans mon système, dans mon sérum, des agglutines, des anticorps contre cet antigène. Le deuxième, par contre, d'antigène, c'est qui rend les molécules CMH et que j'ai dans mon monde pas de rue. Bien, donc ça, c'est dans cette diapo, je vous ai rappelé un petit peu la nature des antigènes qu'on retrouve, et également, je vous ai donné également les différents types selon les différences génétiques. Voilà. Alors maintenant, il y a deux choses. Qu'est-ce qui fait que je suis un antigène? Déjà, dans la définition, je vous l'ai dit, je vous ai dit capable d'être reconnu par le système immunitaire. En fait, c'est deux choses. Il y a deux caractéristiques pour que je sois un antigène. Il y a la notion d'immunogénicité et il y a la notion d'antigénicité qui sont différentes. Elles sont complémentaires. C'est les deux, c'est la somme des deux qui fait que nous sommes un antigène. C'est un antigène, une molécule étrangère ou une cellule étrangère. Donc, si je commence ici, supposons que j'ai une substance X, d'accord, substance X, d'accord, elle doit tout simplement être considérée comme immunogène, c'est-à-dire elle a une immunogénicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette substance X, si je l'administre à un individu, d'accord, ou un animal, qu'est-ce qui va se passer? Cette substance X va être reconnue par le système immunitaire. Quand je dis le système immunitaire, elle va être reconnue par les cellules de l'immunité à travers leurs récepteurs de surface, les BCR, les TCR et les anticorps solubles, immunoglobulines. Donc, toute substance qui est capable d'activer les cellules immunitaires, d'être reconnue, d'activer les cellules immunitaires, je dirais comme quoi elle est immunogène. Elle est immunogène. Toute substance, d'accord, ou tout antigène, d'accord, qui est capable d'activer les cellules immunitaires, c'est-à-dire le système immunitaire, je vais dire qu'elle est immunogène. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si elle est capable d'induire une réponse d'anticorps, une réponse humorale, elle est immunogène. Si elle est capable d'induire, si c'est une cellule, d'induire une réponse cellulaire, je dirais qu'elle est immunogène. Et la propriété, comment elle s'appelle? C'est l'immunogénicité. L'immunogénicité. La conséquence de cette activation, c'est quoi? La conséquence, c'est quoi? Quand elles vont s'activer, il y aura une réponse immunitaire. Il y aura une réponse immunitaire. Cette réponse immunitaire va se traduire par quoi? Elle va se traduire par des anticorps. Absolument. Donc, il y aura la production, ce qu'on appelle des effecteurs. Ces effecteurs, c'est quoi? C'est les anticorps, c'est l'activation des LB qui vont se diviser, d'accord, et se différencier ensuite en plasmocytes. L'activation des LT, d'accord, les cellules mères qui ont été reconnues au départ, d'accord, après avoir été sélectionnées par l'antigène, elles vont se diviser, c'est-à-dire il y aura une expansion clonale, une division clonale. C'est ce que j'appelle, moi, les effecteurs. La conséquence, c'est quoi encore? La conséquence, c'est quoi? C'est que tout simplement, votre antigène, cette substance X, elle va interagir
elle va interagir. Elle va interagir avec les anticorps, elle va interagir avec le BCR, elle va interagir avec le LT. Quand je dis elle va interagir, ça veut dire quoi? Il y aura une liaison, une liaison. Vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Attendez, je vais voir s'il y a d'autres personnes entre c'est bon, il n'y a personne. Donc, la conséquence de cette activation de cette réponse immunitaire, qu'est-ce qui va se passer? Votre antigène va interagir avec ses effecteurs. D'accord? Il va interagir avec ses effecteurs. Donc, quand je dis interagir, ça veut dire quoi ce terme-là? Il y aura une liaison chimique, une liaison. L'anticorps reconnaît, va se lier avec l'antigène. C'est une liaison chimique. Le BCR va reconnaître l'antigène, en tout cas des résidus présents à la surface de l'antigène. Donc, plus exactement, si je veux être précise, il y aura une liaison chimique épitope de l'antigène et le paratope de l'anticorps. Ou bien l'épitope de l'antigène avec le récepteur de la cellule à activer. Cette liaison chimique, comment elle s'appelle? L'antigénicité. C'est de l'antigénicité. Donc, au départ, j'ai de l'immunogénicité, c'est-à-dire que la substance est capable d'activer les cellules de l'immunité. Ensuite, elle est capable d'interagir avec. Alors, l'idée, c'est que j'ai parlé de notion de. Madame, il n'y a pas que ça. On ne vous entend pas, madame. Madame, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Attendez. Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. D'accord, ok. Donc, c'est bon. D'accord. Vous m'entendez? Oui. Maintenant, oui, madame. Parfait. Très bien. Donc, je reprends la notion de thymodépendant et indépendant. Alors, pour rappel, je vous ai dit que l'immunogénicité, c'est la capacité d'un antigène d'activer le système immunitaire, c'est-à-dire il peut induire la réponse immunitaire, qu'elle soit humaine ou cellulaire. Selon la nature de l'antigène, il y a ce qu'on appelle des antigènes thymodépendants et des thymo-indépendants. Les protéines, d'accord, la classe que je vous ai donnée, toute la classe biochimique, ce sont les plus immunogènes. Pourquoi c'est les plus immunogènes? Parce qu'ils activent à la fois et les LB, ce que j'appelle indépendants. En revanche, les autres natures, notamment les polyosidiques, les lipides, ceux-là ne peuvent pas être reconnus. Ils ne peuvent pas être reconnus par les LT. Ils ne peuvent qu'activer les LB. C'est tout, que les LB qui vont se différencier en plasmocytes. Il n'y a pas de mémoire, il n'y a rien. On les appelle des thymo-indépendants, ce qu'on appelle des antigènes thymo-indépendants. On en aura besoin parce que demain, si vous voulez préparer un vaccin, ça posera problème. Si vous voulez préparer un vaccin de nature polysaccharidique, d'accord, il en existe, d'accord, il y aura un problème par rapport si vous l'utilisez seul, si ce polysaccharide vous l'utilisez seul, vous allez avoir une réponse thymo-indépendante. Et si vous n'avez pas de LT, vous n'allez pas avoir de mémoire. Qui dit pas de LT, pas de mémoire. Pourquoi pas de mémoire? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait LB, mémoire et plasmocytokines libérées par les LTH? Donc, pour les antigènes polyosidiques, polysaccharidiques, nous verrons la solution qui a été trouvée en immunotechnologie. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent ou est-ce que je dois reprendre l'idée? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je dois reprendre? Oui? Sans la fonction des LT, on n'aura pas de mémoire, des LB mémoire. Bien sûr. Rappelez-vous un peu de votre schéma de réponse immunitaire. Rappelez-vous. L'antigène est dans l'organisme.
Quand il est capté par les CPA, il va être présenté au LTH. D'accord? Il va être présenté au LTH. LTH va reconnaître et différencier en LTH effectrice et en LTH mémoire. En parallèle, le LB aussi va reconnaître ce même antigène en entier. D'accord? Quand il va le reconnaître, LB, pour qu'il puisse se différencier en LB mémoire, il faut qu'il ait un signal. Ce signal, c'est quoi? C'est à travers les cytokines libérées par le LTH. Si vous ne fournissez pas, si les cytokines ne sont pas fournies par les LTH, le LB ne se différenciera qu'en plasmocyte. Il ne donnera pas les LB mémoire. D'accord? Est-ce que vous avez entendu ma réponse? Madame. Oui. Mais on aura oui, des vous allez avoir des anticorps. Mais le principe... Une réponse sans mémoire, c'est ça. Voilà. Mais le principe d'un vaccin, c'est d'avoir de la mémoire. C'est d'avoir certes de la mémoire. D'accord? Donc, ça pose problème pour certains types de vaccins. C'est clair? Oui, madame, merci. D'accord, ok. Très bien. Maintenant, cette notion d'immunogénicité, vous allez voir, je vais beaucoup accentuer, c'est la base des protocole de vaccination et d'immunisation pour produire des anticorps. D'accord? C'est la base. Vous devez bien connaître cette caractéristique. Pour la maîtriser, il faut voir qu'est-ce qui influence l'immunogénicité. Qu'est-ce qui fait que telle molécule ou telle substance ou telle cellule, elle est plus immunogène qu'une autre. Donc, il faut qu'on développe beaucoup plus ce paramètre, cette propriété. Donc, qu'est-ce qui s'est écrit sur votre écran? C'est écrit que l'immunogénicité n'est pas un caractère qualitatif, mais quantitatif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a la force d'un antigène. Ce qu'on appelle un antigène fort et un antigène faible. Ça veut dire quoi un antigène fort? C'est-à-dire un antigène capable d'induire fortement l'activation des cellules immunitaires. Et les antigènes faibles, c'est ceux qui induisent faible réponse immunitaire. C'est cette notion de fort et de faible. D'accord? C'est les cellules qui vont être activées par l'antigène. Ça dépend de quoi, cette immunogénicité? Elle dépend d'une chose, elle dépend de l'antigène lui-même, de ses caractéristiques. On va voir sa taille, sa structure, vous allez voir. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, les caractéristiques de l'antigène, comment il se présente. Mais, attention, ça dépend également de l'hôte, celui qui va recevoir l'antigène. Pourquoi on vous dit que d'un individu à l'autre, la réponse immunitaire n'est pas la même? Parce que nous avons une différence, on verra dans quel sens, il y a une différence d'un individu à l'autre. Il y a des bons répondeurs, il y a de mauvais répondeurs. Et pourtant, ils reçoivent le même gène. Vous faites l'expérience. Vous prenez 10 lapins, vous n'allez pas avoir la même réponse immunitaire. Puisque l'antigène, c'est le même, puisque vous mettez les mêmes conditions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des propriétés intrinsèques qui sont propres à l'individu. D'accord? Elle est propre à l'individu. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, le système biologique de l'hôte. C'est ce que je veux dire par système biologique de l'hôte. Alors, savoir que si une molécule est immunogène ou non, ça dépend des conditions que vous allez utiliser, d'accord? Les conditions utilisées dans le protocole d'immunisation, c'est là que nous pouvons savoir, d'accord, si l'antigène va être immunogène ou pas. Donc, j'avance dans ces informations. Je suis passée sur la diapo suivante. Je vous ai dit finalement que l'immunogénicité dépend de l'antigène lui-même, d'accord? De l'antigène lui-même, c'est-à-dire la molécule elle-même, la substance elle-même, de ses caractéristiques. Ça dépend des conditions, comment vous allez immuniser, et ça dépend de l'hôte. Donc, ce que vous voyez, ce qui est encadré, d'accord, je vais vous demander, d'accord, de me classer selon les 3 critères que je viens de vous donner. Les 3 critères. Je vous ai dit qu'un antigène, pour qu'il soit immunogène, ça dépend de l'antigène lui-même, ça dépend du protocole que vous allez utiliser d'immunisation et ça dépend de l'hôte. Donnez-moi un exemple pour chacun. Il y a une liste qui est là, vous avez des puces. Donnez-moi un exemple qui sont en relation avec l'antigène lui-même, qui sont en relation avec le protocole d'immunisation et qui sont en relation avec l'hôte. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples sur la liste que je vous ai dressée? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? S'il y a un chat, vous me dites. Je ne peux pas sortir des... Alors? Vous m'entendez déjà?
Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, on vous D'accord. entend. D'accord. Madame, vous pouvez répéter? Ma question, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit pour qu'un antigène soit immunogène. Ça y est, maintenant, je n'ai pas besoin de définir c'est quoi l'immunogénicité. Ça y est, dès que je vous dis un antigène immunogène, vous savez ce que je veux sous-entendre. L'antigène soit immunogène, il dépend de 3 critères liés. Il dépend de l'antigène lui-même, ses caractéristiques. Ça dépend du protocole d'immunisation que vous allez choisir. Le protocole. Et ça dépend de l'hôte. L'hôte, ça veut dire l'individu qui va recevoir l'antigène. Parmi la liste qui est dans l'encadré, d'accord, je vous demande, d'accord, de me les classer. Vous me les classez selon les 3 critères que je viens de donner. C'est simple. Madame, on commence avec l'espèce animale. Là, Allez-y, comme vous voulez, il n'y a pas un ordre. Je pense qu'on commence avec l'espèce animale, puis la dose ou bien la taille, puis Oui, mais vous les classez où? Donc, lequel des 3 critères? Comment ça, lequel? Regardez, je vous ai dit que pour qu'un antigène soit immunogène, il dépend de 3 éléments essentiels. Les caractéristiques de l'antigène, ils dépendent du protocole d'immunisation, d'accord? Et ils dépendent d'une 3e chose, de l'hôte. Parmi toute la liste qui est donnée ici, il y a combien? 2, 4, 5, 7 points, d'accord? Ces 7 points, vous me les classez. Lesquels sont liés à l'hôte, au protocole et aux caractéristiques de l'antigène. Donc, l'espèce animale, l'âge et tout. Donc, pour l'hôte. Très bien. Donc, le dernier point, ça correspond à l'hôte, c'est-à-dire l'espèce est très importante. Vous verrez, la réponse n'est pas la même d'une espèce à l'autre. L'état, parce que l'âge est très important, l'état physiologique et le système immunitaire n'est pas le même, la maturité du système immunitaire n'est pas la même, et les caractéristiques génétiques ne sont pas les mêmes. Quand je dis caractéristiques génétiques ne sont pas les mêmes, les molécules CMH ne sont pas les mêmes. Les réarrangements géniques, c'est quoi le principe de la reconnaissance d'un antigène? D'accord? On exprime des BCR et des TCR. C'est quoi à la base? C'est des réarrangements géniques. Est-ce que d'un individu à l'autre, nous avons les mêmes réarrangements? Non, c'est des réarrangements aléatoires. Donc, c'est possible que moi, dans le cadre de mon réarrangement, ce qui s'est passé dans mon organisme, mon LB exprime un BCR qui est fortement, d'accord, qui reconnaît fortement l'antigène. L'individu qui est à côté de moi, qui a subi un autre réarrangement génique, ne va peut-être pas reconnaître de la même manière l'antigène. Donc, effectivement, le dernier point, l'espèce animale, l'âge et les caractéristiques génétiques sont propres à l'hôte. L'identité va dépendre de l'hôte. Oui, continuez. Je pense que la voie d'administration, la dose, oui. La composition chimique, non. L'utilisation d'adjuvants. Très bien, c'est juste. Ces 3-là sont pour le mode d'utilisation, ou bien c'était quoi? Le protocole que vous allez utiliser. Le protocole d'immunisation que vous allez utiliser. Donc, ces 3-là, effectivement, dépendent de vous. D'accord? Ça ne dépend pas de l'animal, ça ne dépend pas de l'antigène, mais ça dépend de vous. Quand je dis de vous, du protocole que vous allez construire au laboratoire. D'accord? Vous allez connaître les caractéristiques de votre antigène. Vous allez faire un protocole. Vous allez choisir les doses. Vous allez choisir l'intervalle entre chaque dose, les rappels. Ça, c'est vous qui allez construire le protocole. Si vous travaillez mal, si vous faites un mauvais protocole, même si l'antigène, même si l'antigène est à la base très immunogène, même si chez l'hôte, normalement, c'est un hôte qui peut recevoir cet antigène et qui devrait être performant. Mais si vous choisissez mal votre protocole, d'accord? Si vous choisissez mal votre protocole, l'immunogénicité va baisser. Très bien. Et le dernier point? Le dernier point, donc la dégradation. Voilà, la composition, la taille, la structure. Absolument. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques intrinsèques, c'est-à-dire ce qui caractérise l'antigène. Le structure simple ou complexe. Sa composition chimique, est-ce qu'il est hétérogène ou est-ce qu'il est homogène? D'accord? La dégradation, comment il va être dégradé? Est-ce qu'il y a des acides aminés en position L ou en position D? D'accord? Tout cela, c'est des éléments qui vont contribuer à avoir un pouvoir immunogène fort ou faible. Fort ou faible. Ça, c'est les points qui ont été résumés. Je vais vous donner un exemple de chaque. Voilà ce que je vais faire maintenant. Je vais vous donner un exemple de chaque. On va commencer par l'antigène lui-même. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Ou est-ce que je dois reprendre? Dites-moi.
Est-ce que vous avez compris qu'il y a 3 critères qui sont très importants à choisir? Ils sont liés, hein, je peux réussir 1, 2 critères et le 3e, vous le ratez, le protocole, vous le ratez. Vous n'allez pas avoir une bonne production. Est-ce que c'est clair la notion? Et est-ce que vous avez compris, pardon, pourquoi Oui, c'est j'insiste clair. sur la notion d'immunogénicité? Pourquoi? Oui, je vous écoute. C'est clair, madame. C'est clair, d'accord. Maintenant, je vais vous donner des exemples. D'accord, je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner des exemples qui ne sont pas une règle générale. C'est des exemples. Ouvrez votre esprit. Ce n'est pas des choses à apprendre. C'est des règles. Ça y est, ça change. Ça ne change pas. Au contraire, regardez. Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Je vais commencer par la taille. Je commence par la notion la taille. Qu'est-ce qui est écrit sur cette diapositive? C'est écrit comme quoi une molécule est d'autant plus immunogène qu'elle a un poids moléculaire élevé. D'accord? Qu'est-ce qui est écrit? Plus la molécule elle est volumineuse, d'accord? Plus elle est volumineuse, plus elle est censée être immunogène. Pourquoi? Parce que si je prends l'exemple de la protéine, normalement, plus elle est volumineuse, plus il y a des acides aminés, d'accord? Plus il y a des chances qu'il y ait plusieurs acides aminés, plusieurs épitopes. Le nombre d'épitopes sur une molécule volumineuse et le nombre d'épitopes sur une petite molécule n'est pas le même. Donc, plus je vais avoir des épitopes différents, encore mieux, c'est encore mieux si c'est différent, pas répétitif, pas le même qui se répète, plus elle va être, d'accord, molécule volumineuse. Elle va être immunogène, excusez-moi. Regardez sur votre droite pour illustrer ce que je viens de dire. Sur votre droite, vous avez une molécule volumineuse. Les petits carrés, ça fait allusion à quoi? Ça montre, ça indique les épitopes, le nombre d'épitopes. Regardez, il y en a 7. Et vous avez à côté de la molécule volumineuse, vous avez une molécule, une autre plus petite molécule, il y a moins d'épitopes, ce qui est logique normalement. Qui dit molécule volumineuse devrait dire plusieurs épitopes, donc plus immunogène. Ça veut dire quoi plusieurs épitopes? Ça veut dire plusieurs régions reconnues à la fois par plusieurs cellules de l'immunité, plusieurs clones. D'accord? Plusieurs clones. Idéalement, c'est de pouvoir activer plusieurs clones différents. Par exemple, j'ai l'épitope X, Y, Z, Y, tout cela, à la fois vont activer vos cellules immunitaires. Donc, quand il va activer à la fois les LT et les LB, plus j'aurai des chances d'avoir un nombre important de clones, plus j'aurai un taux d'anticorps élevé. Mais attention, je vais attirer votre attention. La plupart, qu'est-ce que c'est écrit? La plupart des petites molécules étrangères ne stimulent pas la formation d'anticorps. Ils disent la plupart des petites molécules, d'accord? Plus c'est petit, d'accord, plus on va dire qu'elles ne stimulent pas la formation d'anticorps. Un nombre important, un taux élevé, c'est-à-dire elle est moins immunogène. Cependant, elles peuvent donner lieu à la formation d'un anticorps spécifique lorsqu'elles sont liées à des macromolécules. Ça veut dire que ce n'est pas parce que j'ai une petite molécule qu'elle n'est pas immunogène, d'accord, qu'elle ne peut pas induire la production d'anticorps, que je ne peux pas l'utiliser plus tard. Imaginez, vous devez faire un vaccin qui est constitué d'une séquence très importante, mais parce qu'elle est limitée par sa taille, je ne pourrais pas l'utiliser dans un protocole de vaccination. Non. Il y a d'autres moyens de pallier à cela, c'est justement de les lier à des macromolécules. Donc, je parle de la notion d'aptène. Ici, je suis en train de parler de notion d'aptène. La molécule est petite. Je l'injecte, elle n'induit pas une réponse immunitaire. Mais si je la couple avec une molécule connue comme étant immunogène, elle va le devenir. Elle va le devenir. Donc, je récapitule à travers cette diapo. Cette diapo vous dit que l'un des critères pour favoriser une immunogénicité, c'est la taille ou le poids moléculaire de la molécule, de votre antigène. Généralement, j'insiste le terme généralement, plus elle est volumineuse, d'accord, plus elle est immunogène. Plus elle est petite, moins elle est immunogène. Mais attention, si elle est petite, ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'utiliser dans un protocole d'immunisation. Je peux l'utiliser, mais il faut d'abord au laboratoire, il faut la coupler avec une autre molécule pour qu'elle devienne accessible. Ça veut dire en fait c'est quoi? Parce que ça veut dire que quand elle est petite, elle n'est pas accessible. Elle est tellement petite qu'elle n'est pas accessible aux cellules immunitaires. Donc pour qu'elle devienne accessible, qu'est-ce qu'on fait? On va la coupler. On va la coupler à une autre molécule volumineuse. Est-ce que vous avez compris? Oui. On peut dire qu'elle n'est pas fonctionnelle, c'est ça? Elle n'est pas immunogène. Elle n'est pas immunogène. D'accord. Elle n'est pas douée de l'activité d'immunogénicité. Parce qu'elle va le devenir. Si je parle de fonction, elle va le devenir
lorsqu'elle va être couplée avec une molécule volumineuse. Donc, je récapitule mon idée. Cette notion de petite molécule, c'est les aptènes, c'est ce qu'on appelle les aptènes. Vous regardez l'encadré bleu en bas. Après, je vous reviendrai vers les définitions en haut. Je préfère que vous compreniez sur schéma et ensuite. Regardez un aptène. Un aptène, c'est une petite molécule. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la coupler avec une molécule qui est connue comme étant immunogène. Par exemple, l'albumine, qui est une protéine. Je vais la coupler. Donc, il y a la molécule d'aptène. Il y a ce qu'on appelle, d'accord, la molécule porteuse. Pourquoi elle est appelée porteuse? Parce qu'elle, tout simplement, chimiquement, je vais les lier et elle va porter à sa surface, excusez-moi, elle va porter à sa surface ces aptènes à sa surface. Ça veut dire que ça devient des épitopes accessibles. Et elle va induire, quand j'administre ce complexe, quand ce complexe se conjuguer, c'est-à-dire ces deux molécules qui ont été couplées artificiellement au laboratoire, que je vais faire au laboratoire, je peux induire une immunogénicité. Donc, je vais produire finalement des anticorps contre la molécule porteuse, ce qui est normal parce qu'elle est immunogène, mais également contre l'aptène, contre la petite molécule. Est-ce que vous avez compris cette définition? En fait, si je résume en 2 lignes, normalement, généralement, je vais insister sur généralement, une molécule, plus elle est volumineuse, plus elle est immunogène. Les petites molécules, d'accord, surtout inférieures à 1000 Dalton, elles ne sont pas immunogènes. Pour qu'elles le deviennent, il faut les coupler avec des macromolécules immunogènes. Comment sont appelées ces macromolécules? Elles sont appelées molécules porteuses. Je fais ce couplage au laboratoire. Puis, ce complexe ou ce conjugué, ce couple, va être administré. Et l'aptène devient du coup immunogène une fois qu'il est couplé. Est-ce que c'est clair? Madame, Oui, je vous écoute. s'il vous plaît, voilà qu'il y a des étudiants مازال ils ne viennent pas à l'heure. À 14h, je suis très patiente parce que je ne suis pas censée accepter les retardataires. Et vous ne pouvez pas me dire que c'est des personnes qui étaient là qui sont sorties parce qu'ils peuvent rentrer sans autorisation. Bien. Attendez, je vais voir quand même, puisque j'ai quitté le diaporama, je vais voir sur le chat s'il y a des questions. Alors, pas de son, la taille. Madame, vous pouvez accepter. Bon, d'accord, ok, oui. alors lorsqu'on va injecter un aptène qui est couplé avec un porteur Oui, dans très bien. un cobaye, on aura 3 types d'anticorps, c'est ça? Un anticorps Oui. anti-aptène et un anticorps anti-porteur Oui, et un anticorps anti la nouvelle liaison. anti-liaison. La liaison, Oui. absolument, vous avez raison. Tout à fait. D'accord. C'est pour cela, par contre, par exemple, on ne vous a pas donné ces détails, mais moi, en tant qu'immunotechnologue, je vais vous donner ce détail. Je vais vous donner un détail technologique, c'est quoi? Quand vous allez coupler, vous, au laboratoire, d'accord? Suivez bien mon explication, au laboratoire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser un ratio, c'est-à-dire un rapport. Vous allez de telle manière à ce que vous favorisiez plus la réponse vis-à-vis de l'aptène. Par exemple, je peux mettre 10 molécules d'aptène pour 2 molécules porteuses. Pourquoi? C'est pour que tout simplement, c'est vrai qu'il y aura ces 3 types d'anticorps, mais je voudrais que quand je vais récupérer mon sérum, que je retrouve plus d'anticorps dirigés contre l'aptène. Quantitativement, je voudrais tout simplement avoir plus d'anticorps vis-à-vis des aptènes. Donc là, sur quoi, qu'est-ce que vous allez faire au laboratoire? Vous, l'immunotechnologue, vous êtes au laboratoire. Au départ, vous ne savez pas comment vous allez vous baser sur la littérature et vous allez utiliser une échelle. D'accord? Vous allez utiliser un rapport. D'accord? Je vais utiliser un rapport, un ratio. Je vous ai dit 10 pour 2. D'accord? 10 pour 2. Donc, c'est le 5e. Une molécule porteuse pour 5 aptènes. Ça veut dire ça, c'est au 5e. Donc, ça, c'est l'astuce de l'immunotechnologue. Quand vous couplez au niveau du laboratoire, il faut que le rapport soit plus élevé par rapport à la molécule porteuse. Vous avez compris pourquoi? Parce que je veux exposer plus de molécules d'aptène pour qu'il y ait une plus grande quantité d'anticorps vis-à-vis de l'aptène que pour la molécule porteuse ou pour la nouvelle liaison. Oui? C'est clair? Non, il n'y a pas de réaction, donc c'est bon.
Donc, cette diapo, c'est un texte qui est en train d'expliquer ce que j'ai dit, moi, oralement. C'est mon explication. Donc, il n'y a pas une information si la molécule porteuse persiste l'ancienneté dépendante. Voilà. Très bien. Donc, bien sûr, si la molécule porteuse, elle n'est pas, elle est T indépendante, donc la réponse sera T indépendante, bien sûr. D'accord? C'est la molécule qui va déterminer si l'antigène est T dépendant ou T indépendant, bien sûr. Et les molécules porteuses les plus utilisées généralement, c'est l'albumine, l'ovalbumine ou l'hémocyanine. C'est des molécules complexes, volumineuses, qui sont utilisées comme molécules porteuses. Bien. Donc finalement, pour être immunogène, l'idéal, c'est que le poids moléculaire soit élevé, qu'elle soit de composition hétérogène et qu'elle ait une structure diversifiée. Je vais vous expliquer comment. Le niveau d'organisation également de la structure est très important. Je vais vous donner un exemple de chaque cas. D'accord? Je vais vous donner un exemple de chaque cas. Je vais vous donner un exemple. Nous allons commencer par ce premier exemple. D'accord? Regardez cet exemple. Qu'est-ce qu'il est dit dans cet exemple? Il est dit comme quoi ils ont préparé au laboratoire des polymères synthétiques, c'est-à-dire ils ont synthétisé eux-mêmes, d'accord? Ils ont synthétisé des polymères. C'est pour déterminer qu'est-ce qui fait qu'un antigène est plus immunogène. Ils vont utiliser ce qu'on appelle un homopolymère. Ça veut dire quoi un homopolymère? Ils vont synthétiser donc peptide, d'accord, mais qui est homogène. C'est le même acide aminé qui se répète. Valine, 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 valine. D'accord? Et ils vont utiliser, deuxième possibilité, un copolymère, pas un homopolymère. C'est-à-dire qu'il y a deux ou plus d'acides aminés. C'est-à-dire qu'on commence à aller vers une structure plus hétérogène, pas homogène. Elle est hétérogène. Valine, lysine, alanine, par exemple. Donc, je vais aller vers un copolymère qui est hétérogène, il n'est pas homogène, ce n'est pas le même. Et aussi, il y a une autre expérience qui a été faite. Ils ont utilisé certains copolymères, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont rajouter des acides aminés aromatiques. Aromatiques, c'est-à-dire la tyrosine, l'histidine, c'est-à-dire qu'ils ont au niveau de leur radical, l'acide aminé au niveau de son radical, il a un cycle. D'accord? Au niveau du radical, d'accord? Il a un cycle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, à l'issue de cette expérience? Ces trois types de polymères ont été administrés chez le même animal. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu quand c'était homogène, homopolymère, peu d'immunogénicité. L'antigène était peu immunogène. Ils ont vu que quand c'était copolymère, c'est-à-dire hétérogène, c'était plus immunogène, avec un plus. Par contre, ils ont remarqué que plus l'antigène est riche en acides aminés aromatiques, plus l'antigène était immunogène. Son immunogénicité augmentait. Pourquoi? C'est parce que quand ils ont essayé de comprendre, ils ont constaté que quand il y avait des acides aminés aromatiques, la liaison entre le TCR ou bien entre le BCR et cet antigène, c'est-à-dire au niveau de l'épitope et au niveau, puisque c'est des liaisons chimiques, au niveau de ces acides aminés aromatiques, la liaison était plus stable, ce qui permettait d'accroître l'immunogénicité. Donc la conclusion, qu'est-ce que je veux dire à travers cette diapo? Je veux vous dire que plus c'est hétérogène, plus c'est immunogène, et que plus, écoutez-moi, que plus c'est riche en acides aminés aromatiques, c'est encore plus immunogène. D'accord? Il y a l'hétérogénéité, mais après, dans l'hétérogénéité, il y a la composition. D'accord? Il y a l'hétérogénéité différente. Quand je dis hétérogène, ça veut dire des acides aminés différents. Mais après, dans l'hétérogénéité, il y a la notion également du type d'acide aminé. Plus c'est riche en acides aminés aromatiques, plus l'immunogénicité augmente. Et je suis toujours dans le cadre des propriétés de l'antigène. Qu'est-ce qui fait qu'un antigène par rapport à l'autre, même si c'est des protéines, les deux c'est des protéines, qu'est-ce qui fait que l'un par rapport à l'autre, il est plus immunogène que l'autre? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Je ne sais pas si j'étais claire. Vous m'avez entendu? Est-ce qu'il y a le son déjà? Vous avez le son? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, madame. C'est clair. Je vais un petit peu plus compliquer la chose. Finalement, que jusqu'à présent, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit le poids moléculaire est très important. Je vous ai dit que la composition est très importante. Et je vous ai dit que l'hétérogénéité chimique est très importante.
Maintenant, relions ces trois paramètres. C'est-à-dire taille versus composition, hétérogénéité chimique. Il y a une autre expérience qui a été faite où ils ont utilisé, regardez, un copolymère où il contient de l'acide glutamique, d'accord, glutamique, et qui contient de la lysine. Il était immunogène, l'antigène est immunogène, et il a une taille de 30 000 à 40 000 Dalton, donc il a un poids moléculaire élevé. J'utilise la même chose, idem, le copolymère, mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un acide aminé aromatique, il contient de la tyrosine. Malgré qu'il ait un poids moléculaire plus faible, 10 000, 20 000 Dalton, il s'avère qu'il est plus immunogène. L'hétérogénéité, la présence d'acide aminé aromatique va conférer plus d'immunogénicité. Donc finalement, ce que je veux vous dire, pour être immunogène, c'est un concours de plusieurs paramètres à la fois. Ce n'est pas un critère seul. C'est pas parce qu'il est volumineux, ça veut dire que c'est suffisant. Non. Pour que vous compreniez la notion de volumineux, je vais prendre par exemple l'amidon qui est très riche, le glycogène, très riche en glucose, très très riche. D'accord? C'est-à-dire c'est une macromolécule. Elle est de poids moléculaire élevé. D'accord? Elle est élevée, poids moléculaire élevé. Je vais prendre une protéine à 10 000 Dalton. Je vais prendre par exemple ce copolymère, par exemple, plus de la tyrosine, il a 10 000 et 20 000 Dalton. Mais je vais vous dire une chose. Cet immunogène, cet antigène qui a 10 000, 20 000 Dalton, malgré qu'il soit de plus faible poids moléculaire, va avoir une immunogénicité supérieure par rapport au glycogène, d'accord, ou au glycogène ou à l'amidon. Ils sont à 100 000 ou bien plus en poids moléculaire. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez une idée pourquoi que malgré le poids moléculaire élevé de cette marque, il va être, ne rentrez pas la notion thymodépendant et indépendant, mais à votre avis, pourquoi? Est-ce que vous avez compris pourquoi? Ou devinez pourquoi? Parce que la même molécule. Il n'y a pas d'hétéro. Elle est homogène. Absolument, elle est homogène. Parce que c'est le même épitope qui va se répéter. C'est des épitopes répétitifs. C'est le même. Malgré qu'il est volumineux, puisqu'il est homogène, c'est du glucose, c'est le même épitope. À ce moment-là, même si la taille est élevée, et le fait est que l'épitope est répétitif, c'est le même, il va être moins immunogène qu'un autre, qui est de plus petite taille, certes, mais il est hétérogène. Et en plus d'être hétérogène, il contient un acide aminé aromatique. Voilà. Maintenant, vous allez me dire à quoi ça sert de connaître tous ces détails. Demain, vous allez... Une question, s'il vous plaît. Bien sûr. Pourquoi les acides aminés aromatiques spécifiquement? Parce que tout simplement, je voulais expliquer que les acides aminés qui sont aromatiques, d'accord, qui ont un cycle, lorsque la liaison, c'est une question de liaison chimique, lorsque la liaison s'établit entre l'épitope qui est riche en acide aminé aromatique, la liaison chimique va s'établir avec le BCR ou le TCR ou l'anticorps, c'est une liaison stable, forte, plus forte que celle des autres acides aminés. Elle confère une plus grande stabilité. Ça veut dire que plus c'est stable, d'accord, plus la liaison elle est forte, c'est-à-dire qu'il y a moins de risque que la liaison soit rompue. Donc j'aurai un maximum d'antigènes à travers cet épitope qui va activer les cellules parce que la liaison elle est forte. Elle ne va pas être rompue. Il n'a pas une faible affinité, une forte affinité. À travers ces acides aminés aromatiques, à travers ces cycles. Vous avez compris? C'est par rapport à la liaison chimique qui va s'établir entre le BCR, le TCR, avec cet épitope riche en acides aminés. Parce que finalement, la force d'une liaison, c'est quoi? La force de liaison, c'est l'affinité que vous avez entre l'épitope et le paratope, par exemple l'anticorps. Cette liaison chimique, plus elle est forte, plus elle est stable. Et les épitopes riches en acides aminés aromatiques, ils présentent une liaison stable et forte. Voilà. C'est pour cela qu'ils sont beaucoup plus immunogènes. C'est clair? Oui, madame. C'est clair, merci. Maintenant, pourquoi vous avez besoin de connaître tout ça? Demain, vous êtes au laboratoire, ils vont vous dire qu'on veut produire des anticorps, je ne sais pas, contre telle toxine. Ils ont une toxine, ils veulent produire des
des anticorps contre cette toxine pour l'utiliser dans la thérapie passive. Première chose que vous allez leur dire, vous allez me dire, donnez-moi les caractéristiques de ma toxine. D'accord? Son poids moléculaire. Si on vous dit que c'est une toxine de petite taille, tiens, vous allez réfléchir. Vous allez dire, ah, donc les petites tailles, c'est un aptène. Vous allez voir si elle est très petite, inférieure à 1000 daltons, il faut que vous, en amont, parce que c'est une réflexion. En amont, il faut penser à la coupler. Maintenant, si elle est élevée, d'accord, elle est poids moléculaire élevée, mais n'est pas très hétérogène, je trouve une autre solution. Je vais vous proposer une deuxième solution. D'accord? Tout cela, tous ces critères, vous allez les demander. Vous allez demander les caractéristiques de cette toxine. Et vous allez, c'est encore mieux si vous connaissez la composition. Voilà. Donc, c'est un des critères qui est très important. Je vais un peu encore vous embêter dans le sens où même l'arrangement spatial, c'est-à-dire les chaînes latérales de votre molécule, je parle beaucoup plus des protéines parce que c'est les plus immunogènes, hein. D'accord? Même l'arrangement spatial est très important. Avant de lire le texte, je vais vous donner, regardez l'image qui est tout à fait en bas. Regardez sur votre droite, c'est écrit structure non immunogénique. On est d'accord? Sur votre gauche, c'est écrit structure immunogénique. Si je vois la différence, c'est quoi? Là, en composition, c'est la même chose pratiquement. Donc, nous avons plusieurs. Donc, attendez. Donc, j'ai de la tyrosine, glutamique tyrosine. Regardez. J'ai la même chose à côté, à droite. J'ai beaucoup donc de tyrosine, glu-glu-tyr. Là aussi, j'ai glu-glu-tyr, la même chose, tyrosine. D'accord? Là, glu-tyrosine-glu. Là aussi, glu-glu-tyrosine. D'accord? Et là, également, glu-tyrosine-glu. Donc, l'arrangement spatial, est-ce que vous trouvez que c'est le même? Et c'est quoi la différence? L'arrangement spatial, c'est quoi la différence entre la protéine qui est sur votre droite et celle qui est sur votre gauche? C'est quoi la différence? Et pratiquement, j'ai les chaînes latérales, elles sont presque les mêmes. Les chaînes latérales, elles sont presque les La mêmes. position, madame. Ça veut dire quoi, position? Si je devais parler de position, c'est quoi exactement? C'est quoi la différence entre celle de gauche et celle de droite? Même si c'est les mêmes résidus. Liés, à droite, ils sont liés avec le trait jaune, l'autre. Mais bon, ça c'est ce que vous décrivez. Maintenant, en structure, qu'est-ce que vous devez dire? Ce que vous devez dire, c'est que tout simplement, sur votre droite, d'accord, ces résidus sont vers l'intérieur de la molécule. Ils sont vers l'intérieur, ils sont masqués, ils sont à l'intérieur. En revanche, si on voit sur votre gauche, les résidus, ils sont exposés vers l'extérieur. Ils ont une position vers l'extérieur. Ça veut dire quoi s'ils sont exposés vers l'extérieur? Ça veut dire qu'ils sont accessibles. Moi, je pense surtout au LB. Je pense beaucoup au LB. Pourquoi? Parce que le LB, il reconnaît l'antigène en entier. S'il n'a pas accès, même si c'est les mêmes résidus, s'il n'a pas accès, ils ne sont pas accessibles, ces résidus, c'est-à-dire si l'épitope n'est pas accessible, il peut activer le LB, il ne peut pas l'activer. Pourquoi? Parce que c'est la structure, comment elle se présente, c'est la conformation, comment elle se présente, a fait que de telle manière que ces épitopes sur votre droite, ils sont masqués. Ils sont masqués. Ils ne seront pas accessibles. Ils ne pourront pas activer le LB. En revanche, si vous voyez sur votre gauche, bien au contraire, ces résidus ou ces épitopes, ils sont exposés à l'extérieur. Donc, plus les épitopes sont exposés à l'extérieur, plus les épitopes sont exposés vers l'extérieur, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Plus ils vont activer les cellules, notamment le LB qui reconnaît l'antigène en entier. Le problème ne se posera pas pour le LT, vous verrez dans une diapo suivante. Donc, plus les épitopes sont exposés, ça veut dire quoi? Le LB, à travers le BCR, va le reconnaître. Donc, s'il reconnaît, il va se différencier. LB mémoire, plasmocyte. Ça veut dire quoi? Plasmocyte, des anticorps, taux d'anticorps. Donc, le taux d'anticorps sur votre gauche va être plus important, alors que sur la droite, il y aura moins d'anticorps. C'est quoi la différence? C'est l'accessibilité des motifs. D'accord. Donc, un autre critère, en plus de la taille, en plus de la composition et de l'hétérogénéité, même si je réponds à ces trois critères, il est de poids moléculaire élevé, il est hétérogène, il a une composition également riche en tyrosine, on va dire, la preuve ici, il est riche en tyrosine. Quatrième point, c'est l'arrangement spatial de la molécule. Ça veut dire plus exactement, c'est comment se présentent les chaînes latérales, c'est-à-dire comment se positionnent les épitopes. Est-ce qu'ils sont
exposés vers l'extérieur ou bien vers l'intérieur. S'ils sont accessibles, l'antigène est immunogène. Ça veut dire qu'il est capable d'activer des cellules. Est-ce que vous avez compris la différence? Donc, en plus de la taille, du poids moléculaire, l'hétérogénéité, la composition, d'accord? Il y a un autre critère, c'est l'arrangement spatial ou la position spatiale des épitopes, leur position spatiale. Si ce n'est pas clair, je vais aller sur la diapo suivante. Pardon, attendez, hein, je vais aller sur une autre. Bon, c'est intérieur, on la verra plus tard. Il y aura une autre diapo qui va mieux expliquer cela. Elle est un peu plus loin. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que je dois reprendre? Oui, madame, s'il vous plaît. Je reprends. Très bien. Alors, ça, c'est une structure, d'accord? C'est la structure pratiquement de la même molécule sur la droite et la gauche. C'est la même molécule pratiquement. Simplement, généralement, vous savez que les épitopes, c'est ceux qui sont exposés à la surface, en tout cas surtout pour les LB, j'insiste sur les LB. C'est ceux qui sont exposés à la surface de la molécule. Imaginez une protéine, c'est-à-dire si j'étais en face de vous, je vous aurais montré comme une pelote. Vous avez vu, elle va tout simplement là, la molécule se replier sur elle-même. En se repliant, il y a ce qu'on appelle des épitopes exposés vers l'extérieur et des épitopes exposés vers l'intérieur. À cause du repliement, ils sont masqués. D'accord? Ils sont masqués. Donc, dans ce cas-là, regardez, si je prends sur ma gauche, les épitopes qui sont riches en tyrosine, comme vous le voyez, résidus riches en tyrosine, sont exposés à l'extérieur. Ça veut dire que s'ils sont exposés à l'extérieur, la molécule à l'extérieur, ça veut dire que le LB, je prends l'exemple du LB à travers son PCR, pourra avoir accès, d'accord, il pourra reconnaître ces épitopes. Il pourra les reconnaître. Donc, du coup, il pourra être activé par le biais des LTH, il va se différencier en LB mémoire et il va donner des plasmocytes également. En revanche, si je prends la même structure sur ma droite et qu'à ce moment-là, c'est un schéma, hein, d'accord, c'est schématisé. La structure tridimensionnelle se présente différemment, bien sûr. Vous voyez pratiquement les mêmes résidus, mais au lieu d'être exposés vers l'extérieur, au lieu d'être exposés à l'extérieur, ils sont vers l'intérieur. Ils sont à l'intérieur. À ce moment-là, ils ne deviennent plus accessibles. Ce qui dit non accessible, vous imaginez, par exemple, là, ça nous fait 5 épitopes. 5 épitopes non accessibles. Veut dire quoi? J'aurai 5 catégories de clones qui ne vont pas s'activer. Donc, 5 catégories de clones qui ne vont pas s'activer, ça veut dire que je n'aurai pas des anticorps vis-à-vis de ces régions-là. Donc, j'aurai une réponse moins importante que celle que j'ai vers la gauche. Donc, c'est l'accessibilité des motifs, d'accord? Ceux qui sont le plus accessibles, c'est ceux qui sont exposés à l'extérieur. Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, il y a une autre diapo. Hein. Je peux aller plus loin. Il y a une diapo qui explique peut-être un peu mieux. Mais si c'est clair, on s'arrête sur cette diapo et vous verrez. Quand on va avancer, je vais vous expliquer mieux. C'est clair? Donc, taille, composition, hétérogénéité et l'arrangement spatial, la position spatiale des résidus. Alors, maintenant, la notion d'immunogénicité, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit l'immunogénicité, ce n'est pas toujours des protéines, ça peut être des polysaccharides. Imaginez que vous voulez préparer un vaccin. Alors, on va commencer par la gauche. Regardez, j'ai un vaccin polysaccharidique, de nature polysaccharidique. Les polysaccharides, justement, d'accord, généralement, comme vous le voyez, les petits triangles, c'est des épitopes répétitifs. Les polysaccharides ne sont pas de structure très hétérogène. C'est les protéines qui sont de structure très hétérogène. Donc, généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est des épitopes répétitifs. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces polysaccharides? Je vous ai dit, ils ne peuvent pas être reconnus par les LT. Donc, il n'y a pas d'activation de LT. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va polymériser les BCR. Regardez, le LB, à travers ces BCR, va reconnaître ce polysaccharide. La réponse va se présenter comment? Va se présenter que le B va se différencier en plasmocyte et va produire des anticorps. Il n'y aura pas de mémoire. Ça, c'est ce qui va se passer dans A. Un vaccin, s'il est constitué uniquement de polysaccharides. Ça veut dire quoi uniquement de polysaccharides? C'est-à-dire qu'il active le LB qui va donner uniquement des plasmocytes sécréteurs d'anticorps.
pas de mémoire, alors que dans un vaccin, la mémoire est très importante. Alors, si je prends maintenant le B, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je veux les cellules mémoire. La mémoire est très importante parce que si je n'ai pas de mémoire, que lorsque la personne va être confrontée réellement à l'antigène, au pathogène, par exemple, au pathogène, s'il n'y a pas de mémoire, à quoi ça sert? C'est-à-dire qu'en quoi c'est comme si je n'ai rien administré. Alors, pour pallier à ce problème, regardez ce qu'on va faire. Cette fois-ci, ce même polysaccharide, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le conjuguer avec une protéine. D'accord? Une molécule, ici, protéique. Pourquoi? Pour qu'en même temps, la protéine soit reconnue par le LT, c'est ce que vous voyez en rouge sous forme de peptide. Donc, il y a une liaison TCR, CMH. D'accord? Ici, classe 2, donc le peptide. Le LT va activer le LB pour que le LB puisse se différencier en LB mémoire et donner des anticorps et produire des anticorps. Donc, la présence de ces protéines va rendre que, ça, bien sûr, cette présence de protéines, c'est au laboratoire que vous allez créer ce conjugué, comme pour l'aptène, Mais ici, ce n'est pas un aptène. Je n'ai pas dit qu'il est de petite taille. J'ai dit que c'est sa nature biochimique qui pose problème. Il est thymo-indépendant. Pour le rendre thymodépendant, je vais le coupler avec une protéine. Maintenant, soyons immunotechnologues. Ça, c'est pour l'instant, c'est des images. En tant qu'immunotechnologue, il faut savoir lire les graphes. Regardez le premier graphe. Le premier graphe, qu'est-ce qui s'est écrit? C'est écrit cellule B et la quantité d'anticorps. Premier graphe, c'est les cellules B avec la quantité d'anticorps, avec le temps après l'exposition à l'antigène. Le temps après exposition à l'antigène, au vaccin. Le graphe qui est juste en dessous, c'est l'activité des T-cells pour voir s'il y a des LT. Si des LT, toujours en fonction de l'exposition, du temps d'exposition avec l'antigène. Bien, on va commencer. Je vais commencer, moi, avec le A, c'est-à-dire le vaccin qui contient que le polysaccharide. C'est la courbe rouge. Regardez la courbe rouge. C'est la courbe rouge. En réponse B, j'ai une courbe. J'ai une activation des B et j'ai une production d'anticorps. D'accord? Avec le polysaccharide, vous le voyez bien, il active le LB, il y a une production d'anticorps. Je regarde toujours ma courbe rouge. T-cells, je vais vérifier s'il y a une activation des T-cells. Vous avez une droite à 0, vous n'avez rien. Pourquoi? Parce que les polysaccharides ne sont pas reconnus par les LT. Ils ne sont pas reconnus par les LT. Donc, pas d'activation des LT. C'est ce qu'on appelle une réponse thymo-indépendante. Maintenant, prenons le cas où je vais coupler mon polysaccharide avec une protéine. Je vais coupler mon polysaccharide avec une protéine. Maintenant, c'est la courbe bleue. La courbe bleue, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la réponse est plus importante, que le taux d'anticorps est plus important. Nettement, il est doublé. Pratiquement, le taux d'anticorps est doublé en présence du polysaccharide conjugué avec la protéine. Mais pas que ça. Regardez maintenant la réponse T. La réponse T, il y a une activation des LT. Donc, le fait est d'avoir conjugué la protéine, d'avoir conjugué la protéine avec le polysaccharide, ça vous a permis d'obtenir, un antigène plus immunogène et d'obtenir, une production d'anticorps avec de la mémoire grâce à la présence des LT. Est-ce que vous voulez que je reprenne mon explication? On a vu le cas particulier des aptènes. On a vu les aptènes de petite taille. Par exemple, des peptides, des molécules de synthèse, des hormones. D'accord? Ceux-là, c'est des petites molécules. Vous devez les coupler à la protéine. Dans ces cas-là, on a vu, de par la nature biochimique, ils ne sont pas assez immunogènes, il n'y a pas de mémoire. Et il y a plusieurs vaccins à base de polysaccharides. Pour pallier à cet inconvénient, artificiellement au laboratoire, ces polysaccharides sont couplés à la protéine pour rendre l'antigène, c'est-à-dire le complexe immunogène, est reconnu par les LT. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi s'il y a des questions. Vous m'entendez? Oui, madame. Oui, vous m'entendez. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Attendez, je vais voir s'il y a des questions. Oui, c'est clair. Donc, on va rajouter une ou deux diapos et on va s'arrêter. Voilà. Donc, ça, c'est le cas particulier. Demain, vous êtes au laboratoire, on va vous demander de préparer un vaccin à base de polysaccharides. Un vaccin à base de polysaccharides, à ce moment-là, il faudra tout simplement penser à le conjuguer avec des protéines
pour le rendre tout simplement thymodépendant. D'accord? Je n'ai plus. Le rendre thymodépendant. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, je vous ai dit comme quoi il y a les caractéristiques de l'antigène. Il y a aussi l'immunogénicité, elle est liée également, elle est liée à nous, c'est-à-dire à l'hôte. D'accord? Et elle est liée aussi au pouvoir de dégradation d'un antigène, son pouvoir de dégradation. Il faut que vous sachiez que toutes les molécules, d'accord, qui sont dextrogires, en position D, les acides aminés en position D, d'accord, elles sont mal dégradées. D'accord, elles sont mal dégradées. Pourquoi? Parce que les enzymes qui sont présentes, parce qu'elles sont dégradées par qui? Les CPA. Les CPA, qu'est-ce qu'elles font? Elles captent l'antigène, et ensuite elles vont le cliver ou le dégrader dans les endosomes. Elles vont le dégrader. Il se trouve que ces enzymes dégradent bien la forme lévogire que la forme dextrogire. D'accord? La forme lévogire que la forme dextrogire. Ça veut dire que si vous avez un antigène qui est riche en acides aminés D, d'accord, en position dextrogire, ils seront mal dégradés et ils seront mal apprêtés et ne pourront pas avoir une activation des LT. Donc la position aussi des acides aminés est très importante. Ça, c'est une remarque. Et heureusement que dans la nature, les antigènes naturels sont de forme L. D'accord? Ils sont de forme lévogire. Donc, ils sont bien dégradés par les enzymes des CPA. Deuxième chose aussi, que si demain, vous devez faire un protocole d'immunisation, il faut que vous sachiez que les molécules qui sont solubles sont beaucoup moins immunogènes qu'une cellule, c'est-à-dire une forme physique. Si vous utilisez par exemple un virus, prenons les vaccins. D'accord? Les vaccins, il y en a qui sont à base de virus inactivés. Ces virus inactivés sont plus immunogènes que si je prenais une protéine exprimée par exemple à la surface du virus, c'est-à-dire la protéine soluble. Pourquoi? Parce que le virus lui-même, la forme physique, c'est une mosaïque d'épitopes. À sa surface, il y a plusieurs épitopes. Il est plus hétérogène. C'est une mosaïque. Et il va être reconnu par les PRR, par plusieurs PRR. D'accord? Notamment certains TLR, les PRR. Donc, ce qui va faire que, généralement, les molécules solubles sont peu immunogènes comparées à ceux qui sont sous forme cellulaire. Voilà. Et le dernier point, c'est l'hôte, le rôle de l'individu. On va s'arrêter au niveau de cette diapo, je vous donne l'explication. Je vous ai dit comme quoi il y a l'antigène lui-même, il y a les propriétés de l'individu. Les propriétés de l'individu, c'est quoi? C'est d'un individu, je vous ai dit, vous prenez 10 lapins, ils ne vont pas répondre de la même manière pour le même antigène. Pourquoi? Parce que génétiquement, ils sont différents. Donc, leur génotype, il est différent. Ça veut dire quoi, le génotype différent? Ça veut dire que, première chose, c'est que le répertoire B et T, les LB et les LT, ne sont pas les mêmes. Ça veut dire quoi plus exactement? Les réarrangements géniques qui ont eu lieu à la surface des LB et des LT n'est pas le même. Je ne porte pas le même BCR ou TCR que mon camarade. Donc, il y a une hétérogénéité génique. Donc, au niveau du répertoire B et T, on est différent. On est différent également par rapport à nos molécules de CMH. Alors que les molécules, vous savez très bien qu'ils jouent un rôle très important. CMH1, classe 1 et classe 2 jouent un rôle très important pour la présentation de l'antigène. Et troisième point aussi, il y a aussi une différence au niveau de la régulation. Par exemple, les protéines qui rentrent dans la régulation immunitaire, d'accord, les protéines qui rentrent dans la régulation immunitaire, elles dépendent d'un gène. Par exemple, l'IL2 qui est produit par les LTH. Si une personne a un déficit dans un gène qui code pour l'IL2, donc du coup, cette IL2, c'est celle qui active les LB. Et LT elle-même aussi, elle est autocrine. Donc, s'il y a un déficit dans un gène important dans la régulation immunitaire, l'antigène sera moins immunogène chez cet individu. C'est ce que j'appelle, moi, les propriétés de l'individu. C'est lié à son génotype, c'est lié par les gènes qui contrôlent la réponse immunitaire. Les gènes qui contrôlent la réponse immunitaire. Voilà. Donc, je crois que je vous ai donné, en fait, le maximum d'informations. En résumé, ça dépend des paramètres de l'antigène, des paramètres structuraux de l'antigène, de l'organisme, mais également des conditions expérimentales de l'immunisation. Ce point-là, on le verra plus tard. Conditions expérimentales d'immunisation.
Alors, s'il y a des questions et des remarques, vous me les dites. Madame, Oui. s'il vous plaît, vous pouvez répéter le diapo avant le dernier diapo. Alors, avant-dernier diapo, ça veut dire laquelle? Celle-là? Rôle de Le rôle. l'individu. Voilà, exactement. D'accord, je vais vous la lire pour que vous puissiez comprendre et expliquer en même temps. Alors, on a dit pour une même molécule, les réponses vont varier. Elles vont varier. Je prends le même antigène. Je vous ai dit, 10 lapins, j'injecte le même antigène. Il n'y aura pas d'un individu à l'autre la même réponse. Pourquoi? Parce que tout simplement, le génotype, il est différent. Il est propre à l'individu. Ça dépend de l'individu. Son génotype, il dépend de l'individu. Au-delà de cela, ça dépend de son état physiologique également. Ça dépend également des répertoires B et T, c'est-à-dire les clones B et T. Pourquoi je parle des clones? Parce que c'est des cellules clés qui sont impliquées dans la réponse immunitaire humorale et cellulaire. C'est des cellules clés parce qu'ils portent à leur surface des BCR et des TCR qui reconnaissent l'antigène. Maintenant, si les réarrangements géniques ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre, parce que ces BCR et TCR dépendent d'un réarrangement génique, donc, s'il n'est pas le même d'un individu à l'autre, c'est normal que la réponse immunitaire ne va pas être la même si j'injecte le même antigène. Donc, si je résume, c'est que tout simplement, ils sont contrôlés, voilà, c'est-à-dire la réponse immunitaire, elle est contrôlée par des gènes qui dépendent du CMH, donc c'est le gène, le BCR, c'est les gènes, le TCR, c'est les gènes, les protéines de la régulation immunitaire également, c'est des gènes, je vous ai donné l'exemple de l'IL2. Donc, tout ce qui est dépendant des gènes, d'accord, en relation avec la réponse immunitaire, est propre à l'individu. C'est propre à l'organisme. C'est propre à l'organisme. D'accord? Elle est propre à l'organisme. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, j'ai compris, merci. D'accord. En résumé, donc, je vous ai dit, ça dépend des paramètres structuraux, d'accord? Donc, l'antigène lui-même, l'organisme, et le dernier paramètre que vous allez voir avec moi la semaine prochaine, les conditions expérimentales de l'immunisation. Alors, pour rappel, dès que je termine un chapitre, je vous envoie le PDF. Hein. Dès que je termine donc, un chapitre, je vous enverrai le PDF. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Madame, Oui, je vous écoute. excusez-moi. Madame, seulement pour les TD. Alors, justement, je voulais en parler. J'ai reçu donc le fichier. Alors, je vais entendre d'abord votre question, après je vais vous faire une remarque. Allez-y. Madame, on va commencer le 24. Donc, on fera le TD en présentiel. Non. Le 24, vous envoyez le TD. Vous m'envoyez. La séance, elle commence mercredi 27. Donc, tous les TD seront en ligne à partir du mercredi Du 27. Voilà. Quand j'ai mis TD1 le 24, c'est l'envoi. L'envoi, c'est dimanche. Le respect du délai fait partie également de la notation. Hein. Le respect du délai également fait partie de la notation. Vous m'entendez d'abord? Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous madame. m'entendez? Oui, d'accord. Madame, oui. donc, il n'y aura pas de TD présentiel, c'est ça? Non, ils ne nous ont pas programmé de TD présentiel. Bon, Madame, tant mieux, D'accord, enfin, dans le sens où ce n'est pas des exposés, donc c'est moi qui donne les explications. Oui, je vous écoute. Il y avait quelqu'un qui a demandé la parole. Les se feront en ligne pour tous les modules. Ah, ça, je ne sais pas. Je pense, hein, les TD, ils nous ont programmé aucun TD en ligne, hein, en présentiel. Il n'y a que les cours qui sont programmés en... C'est consacré pour les TP et les cours, voilà. Ils nous ont donné, non, ils nous ont donné que des créneaux pour les cours et vous avez des séances de TP, je crois. Oui, je sais. Voilà, c'est tout. Mais les TD, par exemple, le mercredi qui a que des TD, ça sera à distance. Même madame, la période en Même la période présentielle. Voilà, d'accord, madame. Merci. Alors, donc, madame, il y aura d'enseignement à distance et en présentiel en même temps. Mais ils ne se chevauchent pas. Il n'y a pas de chevauchement. C'est-à-dire, ce qu'il y a de bien, en tout cas avec le département, c'est qu'ils vous ont donné le même emploi du temps, présentiel et à distance. Donc, l'avantage, c'est que, par exemple, lundi 13h, le jour où ça sera présentiel, ça sera à 13h au niveau de l'amphi. Et ça ne chevauche pas avec la distance. Ça ne chevauche pas.
C'est-à-dire que vous n'allez pas vous déplacer dans la journée et en même temps rentrer à la maison. Oui, d'accord, Il merci. n'y a pas de chevauchement. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucun chevauchement, contrairement à l'année dernière. L'année dernière, il y avait 2 emplois du temps. C'est l'avantage de cette année. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, madame. Alors, s'il vous plaît. Pardon, madame. Oui, allez-y, oui. Madame, le groupe G4, allez, je fais une erreur dans les groupes. Alors, dites-moi. Le sous-groupe, le TD1, la série de la dernière. Natesh? Non, pas Natesh. rouge avec. Mabed, oui. Elle est, je pense, avec le sous-groupe 4. Il faut voir avec votre délégué alors. Non, madame, je suis la déléguée. Ah, c'est vous? Moi, j'ai reçu le fichier. Madame, je pense que le fichier. Vous pensez que ce n'est pas le bon fichier que j'ai reçu? Non, je pense les délégués رلطوا le fichier parce que درنا des modifications مع الآخر. Parce que Et donc, je n'ai pas reçu le dernier, c'est ce que vous voulez me dire. Oui, oui. C'est ça. Donc, j'attends que vous m'envoyiez le dernier. Oui, madame. Ou là, si c'est la seule anomalie, mais allez, je peux la corriger maintenant. S'il y a d'autres changements, il vaut mieux que j'attende le dernier fichier. Vous essayez de m'envoyer ce soir. Je pense que c'est la C'est la seule. Fille, alors, attendez, j'enlève ma bête. Je l'enlève et je la mets dans le TD4. Normalement, bon. Avec Ashur Shuruq 5. Avec le 5 alors. Très bien. Là, c'est bon. C'est réglé. Ça, c'est réglé. Si c'est ça le dernier, c'est bon. Ma bête. Madame. Par contre, oui. Je vous écoute. Je veux juste vous dire que, bon, dans le groupe A2, voilà. Belmajid Sohair, l'article, voilà, elle est monome, elle est toute seule. Où est-ce qu'elle est? TD TD 24, DT 24. TD le premier TD. Oui. Ah, voilà, c'est ce que je voulais vous. Voilà, c'est ça ma remarque. Donc, elle est monome. Voilà. Il n'y a pas assez de prénoms, donc. Alors, alors, je vais les mettre en monome. Justement, je fais la remarque. Ça, tous les groupes. Alors, par exemple, si je prends le G1, si je prends le G1, mon problème, j'ai une liste de 6. Ils ne sont pas ensemble, j'espère, les 6. Madame, 3-3. 3-3, oui. Ah, 3-3, d'accord, ok. D'accord, ok. C'est juste avec le tirage au sort qui. Donc, là, j'ai 3, mais parfois, j'ai du 7. J'ai des nombres impairs, donc je ne sais pas. En tout cas, bon, je ne peux pas vérifier pour tout le monde, mais ce que je veux vous dire, on s'est mis d'accord, je n'ai pas de groupe de 6 ou de 7. Hein. J'ai des groupes de 3 ou moins. Ou moins. Non, madame, sont des trinômes. C'est des trinômes, d'accord. 2 trinômes par TD. D'accord. Et parfois, c'est des binômes. Par exemple, si je prends celui du TD2 du G1 toujours, un trinôme ici, et après, j'ai un binôme. Benziada. Madame, s'il vous plaît, question en anglais. Oui, je vous écoute. Madame, vous êtes la chargée de TD de groupe 3, n'est-ce pas? De tous les groupes. Oui, madame, évidemment, parce qu'évidemment, la question qui se pose, je ne vois pas, madame, genre les noms, les différents noms de mon groupe, ou bien de mon sous-groupe. Vous avez pris quel TD? Bon, je pense, c'est Immunotech, je pense. Bon, le groupe, c'est groupe 3. Le sous-groupe, il est formé par 3 trinômes. C'est moi. Dites-moi quel TD vous avez choisi pour que je vérifie votre nom. Ok, une minute, madame, je vais. D'accord, ok. C'est-à-dire, ce qui me manque, Anaya, ici, c'est que je ne sais pas qui est en trinôme, qui est en binôme. C'est ça ce que... Bon, ici, ça y est, ça c'est clair, c'est un trinôme, oui. Madame, si vous trouvez, par exemple, le TD1 chez le groupe 2, vous trouvez 4. J'ai fait des clafis, genre... rouge. Non, le groupe 2. Le groupe 2. Oui. D'accord, allez-y. Voilà, vous avez laissé sauter une ligne. Ça, oui, j'ai deviné. Voilà, par contre... C'est-à-dire, j'aurais aimé que vous sautiez une ligne à chaque fois que quand je vais sur un autre sous-groupe. C'est-à-dire, c'est ça qui... Madame, il n'y a pas assez de place. Oui, mais c'est un Excel. Vous pouvez rajouter des lignes. Madame, je travaille par le téléphone, c'est pour ça.
Ah, d'accord, ok. D'accord. Madame, je pense que c'est le thème, c'est le TD numéro 4. Doha Qasim Ayoub avec Doha. Doha, oui. Voilà, c'est Doha, ça. vous y êtes, c'est bon, vous y êtes, parce que je n'ai pas projeté Voilà, madame, c'est Doha. C'est nous ici, c'est Veddin, c'est Adi Yasmine. Voilà, c'est ça, madame. C'est Je vous bon, remercie. c'est réglé. Merci, madame. Très bien. Donc maintenant, bien sûr, je récapitule. Ce qu'il y a sur votre gauche, les dates, c'est les dates d'envoi. Ce n'est pas les dates du TD, quand est-ce qu'il va se faire. Revenez sur les... Par contre, heureusement que vous avez attiré mon attention. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Une minute. Il y avait une erreur dans le calendrier. Dans le calendrier, je vous ai donné, il manquait une date. Attendez, je vais vous envoyer ça tout de suite. Je vais vous le projeter. Non, c'est pas ça. C'est vert. Voilà. Je vais vous le projeter là tout de suite. Pas dans les TD. Les TD, les dates sont justes, mais c'est dans les cours qu'il y avait une date qui avait sauté. Pardon, patientez. Ça va, vous vous retrouvez dans l'organisation ou pas? Est-ce que vous vous retrouvez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Dites-moi. Oui, madame, ça va. Voilà. Écoutez, pour les cours, je me suis trompée. J'avais oublié une date le 29 novembre. Donc, j'ai changé ici le calendrier pour les cours. Les TD, tout est correct. Là, c'était pour vous dire, le 25 octobre, c'est présentiel. Le 15 novembre, c'est présentiel, le cours. Et le 6 décembre. Voilà. C'est là le 6 décembre. J'avais oublié le 29 novembre, ici. Donc, j'ai rectifié. Voilà. Les séances de cours, comment elles vont se faire. Et les TD, je vous ai dit, l'envoi, c'est chaque dimanche. Les TD, c'est chaque mercredi. Voilà, selon l'emploi du temps. Madame, s'il vous plaît, une autre question, Malèche. Bien sûr. Madame, évidemment, c'est la question qui se pose selon genre, la répartition des thèmes et TTT. Bon, les TD, madame, et, genre, évidemment, ils ont décrit ici, ce sont genre, sous forme de questions. Donc, madame, évidemment, on va répondre uniquement sur les questions, c'est ça? C'est ça le travail dirigé? C'est ça le travail dirigé. Très bien, madame. Donc, c'est une application. Si Ouais. vous voyez, par exemple, je parle d'immunogénicité, tout ça, vous allez le voir avec le TD1. Ouais. Donc, il y a des questions, il y a des graphes. Maintenant, tout ce que je vous explique en cours, c'est théorique. Oui, Et oui. les TD, c'est des résultats. D'accord? Donc, ça va être le complément. Donc, vous répondez aux questions, c'est tout. Vous vous limitez aux questions que j'ai posées. Ok, madame, je vous remercie. Je vous en prie. Madame, on répond sur un Word. Oui, C'est ça. vous reprenez la question, vous me faites une page de garde, ensuite vous reprenez les questions et vous répondez juste en dessous. Après chaque question, vous répondez. D'accord, madame, merci. Donc, je noterai à chaque fois le Word. Je vais noter le Word. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, Oui, s'il madame. vous plaît. Oui, Doha. Oui, madame, je vous en prie. Madame, petite question technique concernant, si on va répondre à ces questions-là, alors on va présenter genre, les réponses ou bien uniquement des réponses et c'est tout. Non, vous répondez aux questions, d'accord? Ouais. Je vous ai demandé dimanche de m'envoyer les résultats, enfin ce que vous avez fait comme travail. Mercredi, je fais la correction. Ah, ok, madame. Ok. Moi, je fais la correction parce que vous n'allez pas tomber tous sur les réponses justes. Oui, Même oui, si bien vous sûr. récupérez à droite, à gauche des documents, mais vous ne répondrez pas totalement juste. Oui, madame, je vous comprends. D'accord. Donc, la réponse, le corrigé, c'est moi. Pour les 4 groupes, je vous fais le corrigé. Je vous comprends, madame. Alors, madame, concernant donc, les interrogations sous forme-là. Non, j'ai dit non. Je note. Donc, il faut miser beaucoup sur ce travail personnel. Ok, madame, je vous comprends. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait pris la parole, une demoiselle. Madame? Oui. Donc, pour les ajournées en cas le TD acquis, c'est pas la peine de les refaire. Non, pourquoi? C'est une règle. Pardon? C'est le module qui est non acquis. On ne garde pas les TD, ce n'est pas un TP. Donc, il refait les TD. Bien sûr qu'il refait les TD, ce n'est pas une règle, ça. D'accord, merci. Ce n'est pas une règle, ce n'est pas un TP. Ce n'est pas un TP où il y a une place pédagogique refait. Si le module n'a pas marché, c'est qu'il n'a pas très bien compris. Donc, il refait les TD.
Après, peut-être ce que je pourrais discuter, ce que je pourrais peut-être, je verrai entre la note de l'année dernière et de celle de cette année. Je verrai. La seule flexibilité où je peux être souple, ce serait ça. Donc, dans ces tableaux, il n'y a pas d'ajournées. Dans le tableau que vous m'avez donné, il n'y a pas les ajournées. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Ils n'ont pas encore, ils sont pas Ils ne se encore sont pas manifestés. manifestés. Ils ne se sont pas manifestés. C'est ça? Ils ne se sont pas manifestés. Non, madame. Il y a une personne qui s'appelle Bayou Oussama. C'est le seul qui posait des questions et que voulait savoir. Bayou, donc vous lui dites de refaire. Il refait. D'accord. Il refait son TD. Il refait son TD. Peut-être que cette année, ça sera mieux. Voilà. C'est bon, j'ai répondu à toutes vos questions. C'est bon, je pense. Oui, merci. Il n'y a pas d'autres réactions. Bon, sur le chat, il n'y a personne. C'est bon. Alors, bon courage alors.